Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro. Dans mon micro, c'est un rendez-vous aussi doux qu'une caresse sur vos cheveux, aussi chaud qu'un lissage sur des mèches bouclées de Julien Doré, aussi fou qu'une chevelure en bataille, aussi tendre qu'un cheveu sur la langue. Les invités de Dans mon micro n'arrivent jamais comme un cheveu sur la soupe. Ici, tout est préparé pour faire de cet entretien un moment aussi agréable et délicat qu'un massage du cuir chevelu sur un crâne dégarni. Ici, pas de crêpage de chignon ni de questions tirées par les cheveux. Mon invité du jour, c'est Thomas Poitvin. Lui, il connaît bien les cheveux. Il les collectionne. C'est même à ça que vous le reconnaîtrez. Il en a toujours avec lui. Des cheveux blonds, des cheveux bruns, des cheveux roux. Autant de postiches derrière lesquels se cache une galerie de personnages drôles, touchants, attachants, sensibles, parfois mélancoliques, que l'on aurait envie de prendre dans nos bras pour les réconforter en posant une main délicate sur leurs cheveux. Ces portraits de vie croisés sont apparus en février 2020 à l'aube d'une ère confinée au cours de laquelle nous avons dû réinventer nos vies, notre travail, revoir nos tables de multiplication et les accords du participe passé en faisant l'école à la maison avec nos enfants. Thomas Poitvin, lui, en a profité pour donner la parole à Hélène Saint-Guy, Daniel, Magda, le papa relou, et puis Caro, qui est toujours à la recherche de l'amour. Ces personnages nous font part de leurs états d'âme, de leurs émotions et de leurs préoccupations. Au gré des perruques qu'ils portent, Thomas nous invite à les rencontrer dans chacune de ces petites capsules vidéo qu'il poste sur Instagram. Aujourd'hui, ces personnages avaient besoin de plus d'espace pour s'exprimer. Et c'est ainsi que Thomas les a invités sur scène en créant le spectacle Thomas joue ses perruques. Au cours de cet entretien, nous allons en apprendre un peu plus sur le parcours et la carrière de Thomas Poitvin, sur ce qui l'a conduit à donner naissance à ces personnages qui se confient chaque soir sur scène grâce à ses perruques. Thomas, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation dans mon micro. Bonjour Pascal, je suis très content d'avoir répondu à l'invitation. Eh ben merci beaucoup. Alors pour commencer, je voulais savoir ce qu'elle symbolise pour toi, cette perruque, et ce qu'elle représente. C'est simplement le moyen de présenter des personnages. C'est à l'image, ça pose tout de suite un personnage. Sur scène, on a comme un atelier de comédiens sur scène et je change de perruque et je change de persona, quoi. Il y a aussi des accessoires, mais c'est un bon moyen de faire une galerie de personnages, d'hommes, de femmes. Alors pour préparer cette interview, j'ai regardé de nombreuses vidéos sur ton compte Instagram et j'étais fasciné par le fait qu'avec un simple accessoire sur la tête, tu arrives à donner naissance à tous ces personnages. Tu te souviens de la première fois où tu as porté une perruque ? Oh là là, oui, attends, je fouille. Je me souviens de la dernière fois avant les perruques, c'était un spectacle qui s'appelait Sosie, où je jouais un sosie de Michel Berger. Mais alors la première fois que j'ai porté une perruque, je crois que j'avais 8 ans, et c'était pour Mardi Gras, l'ancêtre d'Halloween, et je faisais le diable, et j'avais une perruque. Quand est-ce que tu as pris conscience finalement que cet accessoire allait changer ta manière de jouer la comédie ? Comme je te dis, en fait, avec Hélène François qui met en scène le spectacle et qui l'a coécrit aussi, on avait déjà fait un spectacle où on faisait des portraits ensemble qui s'appelait Les Désespérés ne manquent pas de panache. Et puis les perruques, elles sont venues pour donner un peu comme une idée de collection à la page Instagram. Voilà, de donner un fil rouge, un thème. Puis c'est vrai que j'en avais pas mal chez moi, donc du fait de différents spectacles. Donc ça s'est fait comme ça. Alors avant d'aller plus loin dans ce spectacle, j'aimerais, si tu le veux bien, qu'on fasse un petit voyage dans le temps pour connaître ton histoire avec le théâtre. Et quelle a été ta première rencontre avec le théâtre ? Le théâtre, ça a été... j'ai été à la Comédie Française quand j'étais petit. Je me souviens, c'était une pièce de Racine, je sais plus laquelle. C'est un souvenir... je devais avoir 4-5 ans. La première fois que j'ai été au théâtre, en fait, j'ai commencé à faire du théâtre à l'école, au collège, et après, j'étais à la fac, j'étais en fac de lettres, et j'ai suivi une copine qui passait le concours du conservatoire du 10e. Et du coup, je l'ai passé aussi, et on a été pris tous les deux, et c'est comme ça que je m'y suis mis à peu près, je sais plus, 19-20 ans. Et après, j'ai travaillé pour d'autres, et puis j'ai créé ma compagnie, j'ai fait des spectacles sous ma compagnie. Ça commence à faire une longue histoire maintenant, ça fait un peu plus de 20 ans, 20 ans, ouais. Je lisais qu'en 2010, tu avais écrit ton premier spectacle. Qu'est-ce qui t'avait poussé justement à écrire ? C'était l'expérience collective. Je crois qu'on fait du théâtre beaucoup parce qu'on aime être avec des gens et en rencontrer de nouveau. Et c'était la première expérience, c'était une expérience d'écriture collective. Moi, en fait, j'avais lancé l'idée de la pièce. C'était une comédie sur la danse contemporaine, un truc un peu barré.
Et j'étais un peu directeur d'écriture. Voilà, mais c'était une écriture de plateau, on écrivait un peu chacun notre partition, et moi je regroupais tout ça après. Et puis après j'ai écrit d'autres pièces dans mon coin, mais toujours en m'inspirant du travail de comédiens qui étaient avec moi, en les regardant et en étant inspiré par ce qu'ils dégageaient. Voilà, donc c'est vraiment l'idée l'idée de l'écriture, elle est pas loin de l'idée du vivre ensemble, j'ai envie de te dire, au théâtre. Bah, c'est être ensemble, le collectif, voilà. Donc tu le disais tout à l'heure, en 2016, tu as fait ta première apparition dans une comédie musicale qui s'appelait Sosie, où tu interprétais donc le sosie de Michel Berger. C'est vraiment ce rôle qui était un déclic vers une forme de transformation physique grâce à la perruque. Peut-être, parce que c'est vrai qu'on a fait une belle tournée et j'avais une grosse perruque sur la tête. En tout cas, ça m'a encore plus donné envie de faire de la comédie parce que j'ai fait aussi des pièces assez sérieuses dans ma vie. Même des travaux que moi j'initiais, qui étaient des choses un peu intellectuelles, naninana, et enfin que je voulais intellectuelles. Et c'est vrai que Sosie, ça a été une expérience magnifique. C'était une pièce de Quentin Desfaltes, avec Juliette Coulon et Gaëtan Pau. C'était l'histoire de 3 sosies un peu ringards qui se réunissent pour créer un spectacle et qui travaillent pour construire leur spectacle. Et c'était à la fois très drôle et très touchant comme pièce, Sosie. Donc oui, ça a peut-être été une passerelle pour m'affirmer un peu plus dans cette idée de faire de la comédie au théâtre. Comment ton écriture, elle a évolué à tes débuts, donc à 2010, à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait évoluer ton écriture? Bah, l'expérience, mais pour être un peu moins vague, je dirais que je suis de plus en plus attentif à ce que sont les autres. C'est peut-être une qualité de l'âge, je sais pas, mais j'ai fait une psychanalyse aussi, donc ça apprend. En fait, une psychanalyse, ça apprend beaucoup à écouter les autres. Mais c'est vrai que ce premier seul en scène avec Hélène, ça a été une révélation pour moi. Même si être tout seul en scène, ça m'a un peu effrayé au départ parce que moi, comme je te disais, j'aime le collectif, donc. Mais en fait, on n'est pas seul quand on fait un seul en scène. On est avec tous ces personnages et c'est vraiment un travail de laboratoire sur les autres, quoi, et puis sur son amour des autres, je crois. C'est une façon de célébrer les bizarreries des gens et leur beauté dans leur solitude. Il y a un truc très, très précieux dans le travail de portrait comme ça en seul en scène, je trouve. Donc tu as commencé à créer, à jouer avec ces perruques et à donner de la voix à ces personnages pendant la période de confinement sur Instagram. Alors le confinement a été une période où beaucoup d'artistes ont dû se réinventer, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi ça a été aussi comme une sorte d'échappatoire durant cette période? Ah bah moi complètement, puisque la chaîne elle a été lancée 1 mois et demi avant, un moment où le Covid c'était pas vraiment une réalité tangible. Ça a été très brutal quand même, je sais pas, la dizaine de jours où tout d'un coup on s'est rendu compte, ouais, c'était pas une blague. Donc le projet de la chaîne au départ c'était de continuer ce travail-là sur une petite cour de récré virtuelle. Voilà, c'était assez modeste comme projet, quoi. Et c'est vrai que le confinement a fait que je m'y suis consacré corps et âme. Et ça m'a vachement aidé, moi aussi, hein, à pas être seul, à parler à des gens, à leur présenter des choses, avoir des retours. Et puis moi, découvrir aussi plein de gens pendant le confinement. Moi, j'ai une sorte de petite nostalgie par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la période du confinement, parce que je trouve que c'était très... Enfin, les réseaux sociaux étaient très chouettes pendant les confinements. Il y avait un côté vraiment positif et directement lié à une volonté de communiquer les uns avec les autres. Ce qui est... en temps hors confinement, c'est un peu autre chose, j'ai l'impression. Est-ce que c'était aussi une manière justement de ne pas perdre le fil de la création pendant cette période où les spectacles de vivant étaient à l'arrêt? Ouais, carrément. De garder le contact entre artistes, de réfléchir. Je me souviens, j'ai joué dans un misanthrope, mise en scène sur Internet, pendant le confinement avec la compagnie Futuract. Et c'était hyper joyeux parce qu'on faisait des répétitions virtuelles chacun chez soi, mais vraiment on se retrouvait à tel ou tel horaire et on faisait des répétitions de Molière.
pour faire des représentations en direct et c'était c'était super, c'était très très bons souvenirs. Même si la période était très difficile, paradoxalement, il y a eu des bons souvenirs là-dedans. Alors, de tous ces personnages que tu as créés sur Instagram, quel était le premier finalement à qui t'as donné la parole? Le premier, je sais plus si c'est une infirmière qui ne croit pas au Covid, justement. Alors c'est un personnage que j'ai fait revenir qui est devenu une héroïne à la 5e vidéo, parce que vraiment la première vidéo, elle est là, genre c'est bon, les gens sont hypocondriaques. Et ça, c'était 3 semaines avant le confinement. Donc c'est un personnage qui a suivi l'actualité. Alors c'était soit ça, soit un agent immobilier qui vend des merdes en gros et qui les présente comme des bijoux. Et c'est ça. Je me souviens, il y avait des images j'avais mis des images de ce qu'on appelle les produits atypiques dans l'immobilier, des trucs un peu foireux. Donc c'était un de ces deux-là, et puis après il y a Caro qui est arrivé très vite, je crois que c'est la 3e ou 4e vidéo. Alors, qui est-ce qui t'a inspiré ces personnages-là? Beaucoup de monde. Je pense que je m'inspire beaucoup de la réalité, mais c'est pas, y a pas de, c'est pas direct, c'est pas, tiens, telle personne, je vais la refaire. C'est une espèce de maelstrom de gens que j'ai rencontrés ou de choses que j'ai entendues ou que j'aimerais entendre, voilà, des extrapolations comme ça. Et souvent, même parfois, je me rends compte que bien après avoir écrit et joué, d'où ça venait. Je saurais même pas trop expliquer par où ça passe et d'où ça sort. Mais c'est sûr que ça vient de la vie, ouais. Comment on arrive à s'approprier un personnage, à lui donner une identité, à lui inventer une vie, une histoire, une posture avec une simple perruque? La perruque, je dirais que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça peut arriver de partir de la perruque, mais en fait, pour faire ce travail-là, c'est surtout un travail d'acteur, de corps, de voix, de posture. Et il faut chercher. Moi, souvent, je pars d'une phrase. De la phrase, on trouve un ton, une façon de parler, puis une tessiture de voix. Et puis, voilà, c'est un peu en domino, quoi. Alors pour jouer autant de personnalités différentes, il faut cultiver un certain sens de l'observation. Tu as toujours eu ce regard à la fois observateur, tendre, amusé et parfois incisif sur les gens? Je sais pas, comme je te disais, je pense que ça s'est développé au fil du temps. Après, ce qui est sûr, c'est que j'adore les artistes qui font des portraits comme ça. J'ai été élevé avec Robin, Le Mercier, les spectacles de Cobert aussi. Eli Kaku, j'adorais Les Inconnus. Voilà, j'aime beaucoup les humoristes qui jouent des personnages, les Anglais aussi, comme French and Saunders, des gens comme ça. Donc ça fait partie de ma mythologie, quoi. Ça, c'est ce genre de travail, ouais, d'exploration des travers des êtres humains comme ça, dans des portraits. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle sketch comedy, c'est comme un dessin. Ça me touche beaucoup, ouais. Quels sont les traits de caractère sur lesquels tu aimes mettre l'accent dans tes personnages? Moi, j'aime bien... je pense qu'on a plus ou moins fort, suivant telle ou telle personne, mais on porte tous un masque dans la vie. Et quelquefois, ce masque est très presque grotesque, ou très très appuyé. Je trouve ça émouvant de montrer à la fois ça, puis de montrer la vraie personne qu'il y a derrière, ou l'humanité qu'il y a derrière quelqu'un qui, comme mon personnage de directrice de théâtre, qui parle beaucoup en mots valises, en expressions un peu, je sais pas quoi, culturelle ou administrative, voilà, qui a une posture comme ça, et en fait, il y a une vraie personne qui bouillonne derrière. Et j'aime bien explorer ça. Et puis ça m'intéresse aussi de voir comment les gens communiquent, quoi. Des fois, quelqu'un communique très très mal. Quelqu'un d'agressif, par exemple, ou de désagréable, ça va être sa façon de communiquer. Paradoxalement, ça va être comme ça tout un arsenal de défense qui fait que cette personne est désagréable, mais par petites touches, en fait, ça communique quand même avec l'autre. En tout cas, ce qui est émouvant chez les gens, c'est qu'on essaye tous de communiquer les uns avec les autres, et voilà. Disons qu'on peut pas forcément toujours dévoiler sa vraie personnalité. On est parfois, comme tu dis, obligé d'avoir une espèce de carapace.
Oui, oui, complètement. Mais des fois, on comprend les vraies personnalités des gens en négatif, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, si cette personne agit comme ça, c'est qu'elle doit être comme ça. Est-ce qu'il y a un peu de toi, finalement, dans ces personnalités que tu mets en scène, ou est-ce qu'il y en a une qui pourrait finalement le plus te ressembler? Oh oui, 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 tous mes personnages me ressemblent, je pense. En tout cas, j'ai beaucoup d'empathie pour eux. Même quelqu'un d'horripilant, il n'y a pas un personnage pour lequel je n'ai pas d'empathie. Et ouais, ouais, carrément. En fait, moi, je me raconte beaucoup plus. Déjà, j'en serais pas capable de faire du stand-up, par exemple. Je pourrais pas faire Thomas sur scène qui raconte sa vie. Mais j'aurais l'impression de me raconter, de raconter ma vie beaucoup plus en jouant des personnages parce que, oui, je peux me projeter dedans et puis je peux oser des choses que j'oserais pas dans la vie. Il y a une part d'autobiographie dans certains personnages que tu joues sur scène? Ah oui, tous, je pense, tous, par morceaux, comme ça, par bribes, mais oui, pour moi, c'est vraiment une façon de m'exprimer. Et je pense à mon personnage de vieux, par exemple, je me dis souvent, le luxe d'être très vieux, c'est qu'on peut être sans filtre, quoi. Donc, je me projette sûrement là-dedans. Et puis, ouais, d'autres personnages qui disent des énormités que j'aimerais dire, ou au contraire, qui sont plus tendres que je ne le serais. Donc, ouais, c'est un travail très personnel. Est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux que tu joues que tu préfères? Bah, j'aime beaucoup Daniel Pelletier, j'aime beaucoup Caro, j'aimais beaucoup, mais je l'ai pas refaite souvent, mais parce qu'elle me faisait beaucoup rire. Il y avait une fille qui s'appelait Lou, qui était une espèce d'actrice fantasque, enfin même pas actrice en fait, égérie dans son salon que je trouvais très touchante. Et puis il y a des choses que j'ai fait qu'une fois et que j'ai bien aimé faire. Par exemple, il y a une pastiche sur la chaîne qui raconte une femme qui rend visite à sa belle-mère sénile en EHPAD, et j'aimais beaucoup la relation entre ces deux femmes. Je trouvais ça très touchant, quoi. Combien de temps il te faut pour t'approprier un personnage? Moi, je suis quelqu'un de très lent, en fait. Et je dis ça sans du tout me déprécier. Enfin, en tout cas, je prends beaucoup mon temps et j'ai besoin de comprendre les choses avant de les faire. Je suis pas un acteur qui se jette à corps perdu. Peut-être que j'ai tort, là, pour le coup. Moi, j'ai vraiment besoin de creuser l'écriture pour arriver à jouer. Donc, ouais, ça prend du temps, et puis là, même le spectacle, un spectacle, ça se fait avec les gens, donc ça se bonifie, se modifie à chaque représentation. Et là, cet après-midi, je suis encore en train de travailler le spectacle, telle phrase avant telle autre, qu'est-ce qui pourrait être plus efficace ou moins apparemment efficace. Enfin, c'est une matière vivante, quoi. Donc c'est ça qui est vachement bien aussi, c'est qu'on s'ennuie pas, quoi. T'es très perfectionniste en tout cas dans ton approche de ton métier. Oui, je crois. Enfin, j'essaie d'arriver à une sorte de justesse, en tout cas. Et même dans des choses très, très... Dans le spectacle, là, il y a maintenant un sketch qui est vraiment très loufoque, qui n'a pas de prise directe avec la réalité, mais là-dedans aussi, il faut trouver de la justesse pour que ça fonctionne. Donc, et puis, on comprend pas tout de suite, hein. Quand on écrit un texte, même si on en est... on se dit, ah, je suis un peu fier, c'est cool, c'est bon... En fait, les gens vont nous faire découvrir des choses après sur le texte. Je suis peut-être perfectionniste, mais c'est aussi surtout que c'est pour ça que c'est bien le théâtre, c'est que c'est vivant, quoi. Le mauvais côté, c'est que c'est jamais fini, effectivement. Donc si on aime la finitude, le théâtre, il n'y en aura jamais, en fait. Il y aura une sorte de finitude, mais bon, pas jamais complète, et en même temps c'est ce qu'il y a de magnifique, c'est que c'est jamais fini et toujours en évolution. Alors, moi, ce que j'aime dans ces portraits que tu interprètes, c'est qu'il y a toujours une forme de sensibilité, de tendresse, de sincérité. Et en plus de nous faire rire, on s'attache vraiment à eux. Je pense notamment à Caro, dont tu parlais tout à l'heure, qui est toujours à la recherche de l'amour. Comment tu expliques cet attachement que l'on peut ressentir pour tes personnages, et quel lien, toi, tu entretiens avec eux? Moi, j'écris comme ça. Je pense qu'il y a de la tendresse dans ce que je fais, mais après, des fois, il y en a trop, je me dis. C'est un équilibre qu'il faut trouver entre peut-être cruauté et tendresse quand on écrit un personnage, parce que il faut faire une cuisine, quoi. Il faut que les deux soient mis en valeur, mais qu'il n'y en ait pas un des deux qui prenne le dessus sur l'autre. Et puis le rire, vraiment le rire de gorge, quoi. C'est un truc violent, quoi. Enfin très un peu brut. Donc si on
Si on veut humaniser ces personnages, il faut le faire par touche, je pense. Sinon, c'est un peu de la guimauve. Donc, c'est une cuisine qui est pas toujours évidente à faire. Qu'est-ce qu'elle nous raconte comme histoire, ces personnes que tu interprètes sur scène? Sur scène, je pense qu'elle raconte comment on essaie de communiquer les uns avec les autres. Voilà. Je pense que dans l'écriture en général, il y a un sujet, un seul, c'est l'amour. Enfin, tu as un sujet qui est l'amour, et puis tu peux avoir 10 millions de ramifications et je sais pas moi, le parrain, en fait, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour filial, en négatif, qui a l'apparence d'un film de gangster, très très noir, mais si on remonte le fil d'Ariane de la dramaturgie derrière le parrain, bah, c'est une histoire d'amour. Et je pense qu'il n'y a qu'un seul thème, en fait, c'est ça. Donc ouais, mes personnages, ils parlent d'amour aussi, l'amour de son métier. Ma directrice de théâtre, elle est atroce, mais en fait, elle se défonce pour sauver le spectacle vivant. Daniel Pelletier, il est très très dur avec sa fille, mais on sent qu'il l'aime plus que tout. Et Caro, elle a une forme de cynisme, par exemple. Elle est assez désabusée, mais elle est tout le temps du côté de la découverte des autres, quoi. Donc, en fait, c'est pas un thème original, mais c'est un thème fort. On va évoquer à présent le spectacle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de transposer sur scène ces personnages que tu avais créés sur Instagram au départ? Ben, c'était surtout l'envie de retourner sur scène. Instagram, c'était comme une parenthèse enchantée, parce que c'est dans le spectacle en fait cette réplique, donc ça me fait rire. Non mais c'est vrai, c'était une parenthèse enchantée, mais moi je viens du théâtre, et puis on avait commencé avec Hélène ce travail-là au théâtre, et on a eu le luxe, grâce au Théâtre Sénart, de le continuer, de le reprendre, quoi, de refaire un spectacle, et puis j'espère que j'en ferai d'autres. J'ai quand même une chance de dragon, quoi. Enfin, c'est un peu conte de fées, quoi, sans vouloir être cliché, ce qui m'est arrivé pendant le confinement, de pouvoir remonter sur scène comme ça avec une belle production. Puis après, il y a tout le travail d'adaptation de personnages qui sont nés à l'image et qui doivent débarquer au théâtre. Et c'est vrai que Caro, par exemple, qui est quelqu'un d'un peu flottant, comme ça, enfin, qui a une espèce de côté un peu qui se défracte dans la parole, qui est un peu en voix caverneuse comme ça. On a dû travailler pour la mettre sur une scène de théâtre, parce qu'au théâtre, là, quand même, la parole, elle se s'ancre, voilà, dans un public parfois nombreux, si on a de la chance. Donc c'était intéressant de mettre sur scène des personnages qui étaient nés à l'image. Ce spectacle a été mis en scène avec donc ta complice Hélène François, avec qui tu avais déjà écrit un spectacle en 2017. Comment elle s'articule cette mise en scène? Comment elle a été imaginée? On a eu on a eu plusieurs étapes au Théâtre Sénart pour chercher et trouver des solutions à la fois pour les enchaînements de personnages, pour comment je mettais une perruque, est-ce qu'il y avait un noir, que je partais en coulisses et que je revenais, ou ce à quoi on est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire les mettre sur scène et me voir les mettre à vue. Et puis c'est un travail de laborantin, quoi, de vraiment tout essayer, ce qui est à trouver aussi, c'est le rythme du spectacle. Comment il faut avoir, par exemple, des choses de différentes durées pour créer des à-coups et pas être systématique dans l'enfilement comme ça d'histoire, pour que l'attention du spectateur reste éveillée. Poser un système un peu, et puis à quel moment on le casse, voilà. Et on a eu le luxe d'un beau travail de résidence. Et puis, cette année, en deuxième saison, moi j'ai voulu avoir des nouveautés, voilà, faire une deuxième saison du spectacle où il y avait plein de nouvelles choses, donc des personnages qui étaient là l'année dernière mais qui reviennent avec d'autres textes, ou des personnages nouveaux. Voilà, donc on a pu répéter et recréer ce qu'on appelle la Deluxe édition, ce qui nous fait beaucoup rire. Et voilà, c'est du spectacle vivant, quoi. Alors, ce spectacle a été écrit en collaboration notamment avec Stéphane Fuenquinos. Comment on écrit un spectacle comme celui-ci à plusieurs? Stéphane Fuenquinos et Yannick Barbe, qui ont participé à l'écriture en écrivant des choses et aussi en étant des interlocuteurs très très précieux. On se met pas autour d'une table et en faisant un peu genre la writing room, chacun lance des idées. Je trouve que moi par exemple, je peux écrire quelque chose et puis Hélène va me faire un retour dessus, elle va réécrire dessus, ou l'inverse, ou certaines choses ont été écrites par l'un ou par l'autre entièrement sans qu'il y ait
initialement de changement. C'est un peu un jeu de rebond, quoi. J'ai l'impression. Ouais, oui, c'est pas l'impression, c'est du rebond. On va parler du public. Maintenant, quel lien tu entretiens avec le public? Est-ce que certains, finalement, se reconnaissent dans tes personnages? Ils viennent t'en parler après le spectacle? Beaucoup. Ce qui parfois m'effraie un peu, parce que surtout ma directrice de théâtre, dans tous les théâtres où je vais, on me dit « Est-ce que tu as mis des micros chez nous ?» Ce qui est un peu flippant, parce qu'elle est quand même sucrée-salée, Laurence. Et oui, ça c'est vraiment une immense émotion, en fait, quand quelqu'un vous dit Daniel c'est mon père, ou un tel ou une telle, je la connais. Parce que parfois c'est des personnages vraiment qui, moi j'ai l'impression que ça sort de l'imagination, et comme je te disais, je sais pas par où c'est passé, donc et puis souvent quand j'écris, moi je suis seul, enfin je suis tu fais ta cuisine dans ton coin et que ça trouve des échos comme ça chez les gens, c'est vachement émouvant. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans ton métier? Qu'est-ce qui te plaît dans cette manière de jouer la comédie? Ce qui me plaît, c'est d'essayer d'être juste, c'est d'essayer d'avoir produire des choses en écriture juste et qui soient matière à travail. Voilà. Pour moi, là, en premier lieu, il y a l'écriture. Je pense pas qu'on puisse jouer on peut pas trouver des solutions miracles sur un plateau de théâtre si le texte n'est pas solide un peu au départ, même s'il est très loufoque. Il y a d'abord le travail sur le texte qui me porte beaucoup, et puis moi j'adore la représentation. J'adore le vertige qu'il y a avant, j'aime la détente qu'on peut trouver, et le jeu qui s'instaure avec le public, l'envie de séduire un public, de le faire rire, d'aller le chercher, de danser avec lui, quoi. Ça c'est l'autre grand plaisir. Cette tournée va se poursuivre en 2023. Est-ce qu'il y aura d'autres projets aussi? Après, il y a déjà des choses qui se préparent? Ben oui, je pense déjà moi à un autre spectacle. Enfin voilà, c'est du gloubi-boulga d'idées pour le moment, mais je pense à des choses, comment je pourrais continuer ce travail-là. Et puis j'aimerais écrire pour l'image aussi. Donc j'ai des projets sur le feu là-dessus. Voilà, et puis j'aimerais beaucoup refaire une pièce avec des gens qui me parlent dans le train quand on va dans des théâtres. D'être moins seul? Ouais. Non, mais en plus je suis pas seul, c'est ingrat de dire ça. Il y a mes super régisseurs, Jean Vincent et Thibaut, puis Hélène, elle vient quand même beaucoup. Non, j'aimerais bien jouer avec des gens. Ça aussi, c'est un plaisir différent, mais ça me manque un peu parfois. On parlait d'écriture pour le cinéma, et j'ai vu que tu avais aussi collaboré avec Alex Lutz sur l'écriture d'une série. Ouais, on avait avec Lison, Daniel et Arthur Sanigou, on avait fait ça avec Alex. La vengeance au triple galop, c'était absolument génial de faire ça, parce que c'est une parodie, qui est un genre qui est quasiment inexploité en France, et c'était vachement intéressant de trouver comment faire sérieusement une chose aussi délirante. Et puis c'était vraiment des très belles personnes que j'avais avec moi, donc c'était une chouette expérience. Et oui, j'aimerais écrire un film un jour. Donc voilà, je travaille là-dessus dans mon coin, mais j'espère que le cinéma sera encore vivant quand je le proposerai. Thomas, cet entretien touche à sa fin, et je te remercie beaucoup pour ta disponibilité dans mon micro. Ce spectacle, Thomas joue ses perruques, est en tournée un peu partout en France, et si vous voulez faire la connaissance d'un papa relou, de notre cher Caro, et de bien d'autres personnalités encore, allez applaudir Thomas Poitvin sur scène pour ce spectacle où l'humour tutoie la mélancolie, nos imperfections et nos fêlures avec tendresse et sincérité. Il y a forcément un peu de nous dans cette galerie de portraits, alors je vous invite à venir les rencontrer sur scène. En attendant de les voir en vrai, il y a toujours le compte Instagram de Thomas Poitvin sur lequel vous pourrez retrouver toutes ces figures. Alors Thomas, merci encore. Merci Pascal, c'était très sympa. J'ai beaucoup dit voilà dans cet entretien et je m'en veux un peu. C'est pas grave. Voilà. C'était le mot de la fin en tout cas, voilà. Merci encore, et je te souhaite de belles et longues aventures avec tous ces personnages, et bravo pour cette belle histoire que tu es en train d'écrire. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement dans mon micro. À bientôt. À bientôt et merci. Merci.